Monsieur X était en retard, et devant la porte close de cette société d'import-export où nous avons depuis si longtemps nos habitudes, j'avoue que j'ai éprouvé quelque appréhension. Si un soir, Monsieur X ne venait pas à notre rendez-vous, je n'aurais aucune chance de le retrouver. Je ne connais pas son nom, encore moins son adresse. Je sais en fait si peu de choses sur lui. Je dois peut-être donc m'attendre à tout moment à ce qu'il disparaisse de ma vie et mette fin à ses entretiens, puisque ces rendez-vous ne dépendent que de son bon vouloir. Il est enfin arrivé, un peu essoufflé. Il a tout de suite noté mon inquiétude et il s'en est amusé un peu cruellement. « N'oubliez pas que je suis un vieil homme, m'a-t-il dit. » Et puis il a ajouté « J'ai eu un souci de dernière minute, rien de très grave. Encore que... » Nous sommes entrés. Les locaux étaient déserts, bien entendu. La nuit était tombée depuis longtemps. Nous n'entendions que le murmure de la ville. Silencieux, M. X semblait réellement préoccupé. Je n'osais pas l'interroger tout de suite. Après quelques instants, il s'est assis et il a posé familièrement ses coudes sur la table, comme pour m'inviter à le rejoindre. Et il m'a enfin confié qu'il avait reçu un coup de téléphone d'un ami arabe, un Palestinien, un proche, très proche d'Arafat, membre de ses services de sécurité. Là-bas, m'a-t-il dit, ça va de mal en pis. Le vieux a de plus en plus de difficultés à contenir les gens du Hamas et Netanyahou n'arrange rien, bien au contraire, il joue avec le feu. La Palestine risque de s'embraser d'un jour à l'autre. Nous avons ainsi devisé longuement sur la situation au Proche-Orient. Et c'est ainsi qu'il en est peu à peu venu à me parler de ses propres activités dans cette région du monde, toujours très agitée. M. X m'a en effet affirmé qu'il avait souvent été amené à s'occuper des affaires du Proche-Orient. Et déjà, à plusieurs reprises, il est vrai qu'il a fait la preuve au cours de nos entretiens de sa parfaite connaissance de la région et du Liban en particulier. Ce soir-là, M. X a choisi d'évoquer les années les plus troublées du Proche-Orient, les années d'après-guerre, marquées par la création de l'État d'Israël et de la Jordanie, mais aussi par la première guerre entre Juifs et Arabes. La lecture de ces événements par mon interlocuteur est loin d'être conformiste, je vous le promets. Nous le retrouvons dans un instant pour ce nouveau dossier, ponctué d'assassinats, de coups d'État. X. L'Orient compliqué, a dit le général. Il serait peut-être moins compliqué si les grandes puissances n'avaient cessé d'en faire le champ clos de leur rivalité et de leurs ambitions. Là, vous dites les grandes puissances, là, toutes les grandes puissances ? Les États-Unis, oui, l'Angleterre aussi, l'URSS, peut-être moins. En tout cas, dans ces années d'après-guerre, Staline avait déjà fort à faire ailleurs, en Europe de l'Est et puis aussi en Extrême-Orient. Et la France, alors ? Bon, la France, vous le savez bien, a été proprement éliminée par les Anglais. Vous voulez parler de notre protectorat sur la Syrie, hein ? Oui, à la faveur de la guerre, ils nous ont virés. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que Londres a toujours considéré les pays arabes comme sa chasse gardée. Rappelez-vous Laurence. Laurence d'Arabie. C'est lui qui a incité les grands féodaux arabes à se révolter contre les Turcs. Son rêve, c'était de créer un immense royaume arabe unifié. Un royaume à la solde de la Grande-Bretagne, naturellement. Un autre personnage a joué un rôle considérable, souvent occulte. Okay, oui. Un certain Philby, St. John Philby. Et il est parent avec le célèbre espion ? C'était son père. Ouais. Tel père, tel fils, hein ? C'est à peu près ça. Parce qu'après avoir été un fidèle serviteur de l'Angleterre et aidé Ibn Saoud à conquérir l'Arabie, il va retourner sa veste et favoriser les intérêts américains dans la région. Mais pourquoi les Anglais s'intéressent-ils tant aux pays arabes ? Le pétrole, bien sûr. Ah, Mais ce n'est pas tout. ouais. Le Proche-Orient se trouve sur la route des Indes. Et les Indes sont encore anglaises, d'où l'importance de contrôler par exemple le canal de Suez, lieu de passage obligé pour tous les navires sur la route des Indes et de l'Iran. L'Iran, où ce sont les Anglais hein, qui exploitent le pétrole. Oui, l'anglo-iranienne. Vous vous souvenez de l'affaire Mossadegh ? Ah, bien entendu, oui. Bon, j'ajoute que le droit de passage sur le canal de Suez représentait des bénéfices considérables pour la Grande-Bretagne. Vous voyez donc que les intérêts anglais étaient multiples. Mais pour bien comprendre, il faudrait revenir un petit peu en arrière. Allez-y, oui. Les Anglais en particulier, grâce à leur anse, ont donc réussi à démanteler l'Empire turc. Tout de suite après la cessation des hostilités de la Première Guerre mondiale, ils veulent organiser la région à leur profit. Et pour cela, ils misent sur la dynastie hachémite. Mais pardon, d'où vient ce nom, la hachémite ? De Hachim, le propre grand-père de Mahomet.
Les Hachémites sont traditionnellement les gardiens des lieux saints. Et lors de la révolte contre les Turcs, ils ont joué un rôle éminent. Et qui est alors le chef de la dynastie? Le shérif Hussein el-Hachémi. Et vous avez parlé d'une organisation prévue par les Anglais, là. Hussein doit naturellement recevoir le califat, c'est-à-dire qu'il va régner sur une partie de l'actuelle Arabie saoudite. Et ses fils, selon un plan conçu par Laurence, vont chacun être mis à la tête d'un royaume créé pour l'occasion. La Syrie pour Faisal, la Mésopotamie pour Abdallah, le Hedjaz pour Ali. Malheureusement pour Laurence, les choses ne vont pas tout à fait se passer de cette façon-là. Et pour quelle raison? En partie à cause de ce Philby dont je vous ai déjà parlé. Ce grand rival de Laurence s'en tient, lui, pour un autre grand féodal. Oui, son ami Ibn Saoud. Exactement, ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'au Colonial Office anglais, on pataugeait un peu. Et pourtant, c'était Churchill qui dirigeait cet organisme. Bref, Ibn Saoud chasse Hussein et les Anglais doivent procéder à une redistribution des cartes. C'est-à-dire? Je vais vite parce qu'il faudra aussi parler de l'intervention des Français, mais ce serait trop compliqué. Au final, Faisal se voit attribuer le royaume de Mésopotamie qui va devenir l'Irak, et on crée provisoirement à l'intention de son frère Abdallah un émirat nouveau, la Transjordanie. Qui est en fait la Jordanie actuelle. Hein. Oui, mais à l'époque, c'est un modeste territoire qui regroupe à peine 300 000 habitants, des bédouins nomades pour la plupart. Petite compensation donc. Et les deux autres, là, le père et le troisième frère? Ce dernier est chassé par Ibn Saoud qui s'empare du Hedjaz. Quant à Hussein, il a dû s'enfuir et il a abdiqué. Ouais. Ces deux rois, donc là, Faisal et Abdallah, sont complètement sous influence anglaise. Tout à fait. Ce sont des créatures des Anglais, et payées par les Anglais d'ailleurs. Payés? Oui. L'essentiel du budget de ces États fantoches est assuré par la puissance coloniale qui les surveille ainsi étroitement. Pendant très longtemps, par exemple, l'armée jordanienne, la fameuse Légion arabe, sera commandée par un Anglais. Ah oui, Glob Pacha. Lui-même, John Bagot Glob. Abdallah était donc un pion dans la main de la Grande-Bretagne. Oui, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir de l'ambition. Abdallah, jusqu'à sa mort tragique, n'a jamais cessé de rêver à la création d'une grande Syrie qui aurait englobé la Syrie, la Transjordanie, la Palestine et le Liban. Une grande Syrie qui aurait été dirigée, bien entendu, par un souverain hachémite. Mais lui. Évidemment. Il faut dire que cet Abdallah, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, était un personnage assez curieux. Racontez. Eh bien, il cachait sous des allures volontiers désinvoltes de bon vivant, son harem était célèbre dans tout l'Orient, un vrai caractère de chef d'État. Et c'était aussi un remarquable joueur d'échecs, au sens propre comme au sens figuré. Il avait d'ailleurs imaginé une curieuse méthode pour faire connaître sa pensée politique. Expliquez-moi ça. Aussitôt qu'il avait fait une déclaration importante, devant des journalistes par exemple, il s'empressait aussitôt de la démentir officiellement. Comme cela, il était sûr de ne pas être attaqué pour son franc-parler. Mais il avait néanmoins fait savoir ce qu'il pensait. Oui, c'est un effet assez original. C'était réellement un personnage original. Oui. Mais est-ce que pour autant il pouvait mener une politique autonome s'il était aussi étroitement surveillé, contrôlé par les Anglais? Une politique vraiment autonome? Peut-être pas. Mais peu à peu, Abdallah a su se rendre indispensable aux yeux des Anglais. Ça, c'est considérable. Et comment a-t-il fait alors? Très tôt, Abdallah établit des relations secrètes avec les sionistes. Et sur ordre des Anglais? Vraisemblablement, puisque Philby, encore lui, est associé. Mais quel est le but poursuivi par les Anglais là? Depuis la déclaration Balfour sur la création d'un foyer juif en Palestine, l'immigration juive progresse considérablement. Et ça, c'est dans les années 20-30. Oui, hein, ouais. oui, des juifs qui fuient en particulier les persécutions nazies. Et ça ne va pas sans poser des difficultés sérieuses avec les Palestiniens qui habitent ce pays depuis des siècles. En 1936, par exemple, des incidents très graves éclatent entre les deux communautés. Oui, mais le rôle d'Allah dans tout ça? Il va essayer de jouer le rôle d'intermédiaire. Entre les sionistes et les Palestiniens, donc. Des Palestiniens qui sont poussés à la révolte par le grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, qui est à la fois l'adversaire des Juifs et de la colonisation anglaise. Situation délicate pour Abdallah, donc. Oui et non. Abdallah est accusé par certains de collusion avec l'ennemi sioniste, mais lui, n'oublions pas qu'il y a derrière lui les Anglais, il poursuit un autre but. Il veut mettre la main sur la Palestine. Une Palestine où Juifs et Arabes vivraient en paix. Et qui serait sous domination anglaise. Naturellement, car plus que jamais, Londres veut éviter l'embrasement, mais surtout préserver par tous les moyens ses intérêts stratégiques dans la région, quitte à compromettre Abdallah. L'émir Abdallah, devenu roi de Transjordanie en 1946, puis roi de Jordanie, a manifestement excité les imaginations. Certains journaux de l'époque le décrivent comme un Méphisto qui rêverait de reconquérir le sceptre de Salomon, pas moins. Dans un article de la presse de mars 1946, on évoque sa garde de circassiens, mais surtout son harem, le plus somptueux de l'Orient,
composé de 33 épouses circassiennes. Certaines de ces épouses lui viendraient du sultanat dont l'empire, avant la Première Guerre mondiale, comprenait aussi la Transjordanie. Mais, écrit l'auteur de cet article, Abdallah n'aimait que Léla, une femme arabe d'une 50aine d'années, ce qui, en ce pays, est la vieillesse, qui ne fut jamais belle, qui est très autoritaire et joue un rôle important dans la politique transjordanienne. Pourquoi cette préférence? D'une part parce que Léla est la mère de 2 princes héritiers, Talal et Neif, d'autre part parce qu'elle fut la conseillère écoutée du célèbre Saint John Philby, le Laurence transjordanien. On écrit encore que l'émir vit une grande partie de l'année sous la tente, le reste du temps en sa capitale, Amman, dans un palais installé à l'anglaise où il chantonne volontiers de vieilles mélopées en se faisant accompagner à la cornemuse. Le reste de l'article est de la même eau. Plus pénétrant, et confirmant ce que M. X nous a dit de lui, ces quelques lignes parues dans le journal Le Monde et signées Pierre Solan. Figure curieuse, le roi Abdallah apportait à la diplomatie orientale tout son talent de joueur d'échecs. Il était ironique, mordant, d'une franchise brutale et tour à tour cajoleur et enveloppant. Nul ne savait vraiment jamais le vrai fond de sa pensée. Un journaliste auquel il venait de tenir des propos incendiaires sur les hommes politiques de tout l'Orient, il déclarait en terminant « N'oubliez pas maintenant que je donnerai le démenti le plus officiel à tout ce que vous allez publier sur notre entretien. »